My fears and my tears and my sadness does not come from the extreme weather events. It comes from the betrayal of the leaders who call themselves leaders. Notre objectif des 1,5%, des 1,5 degrés, pardon. 1.5 is what we need to survive. Je suis heureux de faire une promesse de don de 2 milliards de dollars. Humanity will not be saved by promises. We are digging our own graves. I apologize for the way this process has unfolded. COP26 is a failure. Du 1er au 7 novembre, je suis partie à Glasgow pour suivre la première semaine de la COP26 de l'intérieur. Et j'ai passé mon temps entre deux COP, la COP officielle et celle de la société civile. 2 salles, 2 ambiances. En arpentant la ville et les couloirs de la zone bleue où se jouaient les négociations, j'ai eu l'impression de faire le tour du monde, de ses contradictions, de ses violences. Et j'ai vu le fossé se creuser entre un vieux monde qui peine à mourir et une génération qui se lève. Retour sur cette semaine intense et sur le bilan des négociations dans les grandes lignes. Si vous voulez vivre l'ambiance de la COP et comprendre ce qu'il faut en retenir, c'est dans cette vidéo. Tout d'abord, ce n'est pas anodin que cette COP, cruciale pour l'avenir de notre civilisation, ait eu lieu à Glasgow, là où tout a commencé. C'est ici qu'ont démarré les prémices de la révolution industrielle et donc des émissions de gaz à effet de serre, avec l'Écossais James Watt, qui a perfectionné la machine à vapeur. Le premier jour, au sommet qui réunissait les 120 chefs d'État présents, le ton de l'urgence a été posé par le puissant discours de Mia Mottley, première ministre de la Barbade. The pandemic has taught us that national solutions to global problems do not work. Code red to the G7 countries. Code red to the G20. For those who have eyes to see, for those who have ears to listen, and for those who have a heart to feel, 1.5 is what we need to survive. 2 degrees, yes, SG, is a death sentence. But try harder, because our people, the climate army, the world, the planet, needs our actions now, not next year, not in the next decade. Thank you. 2 grands enjeux au cœur de cette COP. L'ambition de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel et la justice climatique. Toute la journée, les grands discours se sont enchaînés, avec des chefs d'État qui n'ont cessé de marteler l'urgence. Et des absences remarquées, comme celles de la Chine, du Brésil, de la Russie, du Mexique ou encore de la Turquie. La clé pour les 15 prochains jours ici, dans notre COP, est que les plus gros émetteurs, dont les stratégies nationales ne sont pas conformes à notre objectif des 1,5%, des 1,5 degrés, pardon. Et c'est que ces plus gros émetteurs rehaussent leur ambition dans les 15 jours qui viennent. 6 ans et 5 COP après l'accord de Paris, chaque pays signataire était tenu de revenir avec de nouveaux engagements. Et ça s'annonçait mal, puisque selon les dernières estimations, ceci nous menait vers un monde à plus 2,7 degrés. Une trajectoire apocalyptique face à laquelle les associations présentes n'ont cessé d'alerter toute la semaine, à l'image de ANV COP21, présent dès le lundi à Glasgow pour dénoncer le double discours d'Emmanuel Macron sur le climat. Nous, on est ici pour rappeler que le quinquennat d'Emmanuel Macron n'a été rien d'autre qu'un sabotage climatique. Bla bla bla. Le mandat d'Emmanuel Macron, il a été catastrophique pour la justice climatique et sociale. We can do this. Rappelons que l'État français a été condamné à 2 reprises pour inaction climatique et que le Haut Conseil pour le climat a estimé que ses émissions devraient baisser 2 fois plus vite pour respecter l'accord de Paris. Le soir même, en face du lieu officiel qui accueillait les chefs d'État, des jeunes de Fridays for Future MAPA étaient réunis pour mettre en avant les premières victimes du réchauffement climatique et réclamer justice. Tout un symbole. I'm here to amplify the Latin American voices because Latin American women are one of the most affected people in the world due to the climate consequences. Actions like this are creating awareness for the people outside the climate movement, and we need them to raise their voices, take action, and hold their leaders accountable. I have climate anxiety, so it's really frustrating to see that despite we try to do everything we can, everything is in our hands, there's never enough until the politicians and the decision-making people
take this thing serious. Ils étaient aussi là pour accueillir 4 jeunes activistes, tout juste arrivés à Glasgow, à bord du Rainbow Warrior, le voilier de Greenpeace. We are here not thanks to the governments, not thanks to the COP26 presidency. We are here thanks to a massive effort from the international community to get us here. Injustices such as gender violence, racial discrimination, class inequality, and forced migration are exacerbated by the climate crisis. By denying us the entry, the so-called world leaders are just fanning the flames of these inequalities. De nombreuses organisations et délégations des pays du Sud n'ont pu se rendre à la COP, à cause des restrictions administratives et des prix exorbitants. L'organisation COP26 Coalition l'a dénoncée comme la COP la plus élitiste et la moins inclusive jamais organisée. We are here to let these politicians know that they cannot have a conference of climate negotiations without the people most impacted by the climate crisis present. In Namibia, the unemployment rates are highest in the world. I have had friends who have had to drop out of school because of poverty caused by drought and other social injustices and inequalities. They tell us that we have a right to an education, but what is the point of an education with a future that might not exist? I stand here in the middle of my own exams in solidarity with all those affected by the climate crisis and are unheard. I am missing my own lessons today to teach those leaders one. Le lendemain, après mon autotest Covid du matin, une conversation avec une militante d'Extinction Rebellion et près d'1 heure de queue, j'ai retrouvé Corinne Lequéret dans le labyrinthe de couloirs de la zone bleue. Je lui ai demandé à quoi servaient réellement les COP. Les COP, elles sont super importantes. C'est un processus vraiment vital pour amener les pays à discuter entre eux et à rehausser leurs ambitions. Si on n'avait pas les COP, en fait, on n'aurait pas cette dynamique entre pays et on n'arriverait absolument pas à répondre au réchauffement climatique à la hauteur des enjeux. Maintenant, il n'y a pas que les COP et c'est clair qu'après les COP, ensuite, il faut que les gouverneurs, les présidents, les premiers ministres des pays retournent dans leur pays et mettent tout ça en place. Mais sans la COP, en fait, ça ne marcherait pas du tout. Et pourtant, une large part de la société civile ne fait absolument pas confiance à ce processus pour faire bouger les choses. Rappelons que depuis la première COP en 1995, nos émissions de CO2 n'ont fait qu'augmenter et les intérêts économiques ont primé. Là-dessus, un rapport sorti au début de la COP26 démontre que les émissions mondiales de CO2 vont rebondir en 2021 et se rapprocher des niveaux atteints avant la pandémie de Covid-19. Au-delà de l'impact pour le moment inexistant sur nos émissions, ce qui est reproché aux COP, c'est une déconnexion totale avec la réalité de l'urgence, à l'image des 400 jets privés qui ont afflué à Glasgow, ou encore de l'industrie fossile, qui est le lobby le plus représenté à la COP26 avec 503 personnes. Enfin, le fossé abyssal entre promesses et actes. En septembre, Climate Action Tracker révélait que seul un des pays signataires de l'accord de Paris, la Gambie, avait pris les mesures adéquates pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Mais depuis le 12 novembre, la Gambie a perdu ce statut au regard de ses nouvelles contributions soumises à la COP. Il n'y a donc plus aucun pays au monde sur la trajectoire de l'accord de Paris et des 1,5 degrés. C'est cette trahison climatique que dénonçaient le soir même de jeunes activistes à nouveau réunis au bord du fleuve Clyde qui séparait à Glasgow ces deux COP. My fears and my tears and my sadness does not come from the extreme weather events. It comes from the betrayal of the leaders who call themselves leaders. It comes from the betrayal of the fossil fuel industry, of the banks, saying that they're here for good, saying that they're here to be on our side, but they are not. La Philippine Mitzi Tan a lancé le 31 octobre une pétition sur Avaz, avec la Suédoise Greta Thunberg, l'Ougandaise Vanessa Nakate et la Polonaise Dominika Lasota, pour demander au chef d'État d'agir. Ce mardi 2 novembre, elle avait déjà recueilli 1,5 million de signatures. These people in their boats, in their helicopters, in their cars, in their private jets, being escorted like they're the leaders, like they're the important people. They're not the important people. They're not the leaders. The leaders are here. The leaders are you guys. The leaders are the people back home who can't even be here. The leaders are the people who can't even speak English. The people who are actually at the front line of environmental defense. My hope does not lie with the leaders, it lies with the people. I know that if we push and we demand, we can push world leaders towards the right direction. We need to do that because this is our lives that are at stake, really. Ideal situation, next week, what happens?
The ideal situation is the one that we need. The one where our lives aren't compromised on, the one where we aren't asked to wait another year before decisions are made, one where people and planet are finally prioritized, again, one where drastic carbon dioxide emission cuts are done, one where the fossil fuel industry is forgotten and left behind, one where we don't have creative accounting anymore of emissions, one where workers are remembered in the just transition, basically everything we've said in the petition and more. Une situation idéale, loin de la réalité actuelle. Et si, à ce stade, je dois déjà vous remonter le moral, je dirais que si une COP avait une utilité, c'est peut-être celle-ci. Permettre à la société civile de s'organiser en réunissant en un même endroit des activistes de partout dans le monde qui ne se seraient jamais rencontrés autrement. We all know that COPs won't save the world. Certainly they won't. But people will. And people need to come together. People need to be on the streets. People need to be visible. And people need to be on those spaces where usually they aren't heard, especially the most vulnerable ones, the ones most affected by the climate crisis. And this is a space like that. If anything, in the last 2 days, I've met more people involved in fighting for climate justice than basically in the 2 years before. And if anything, this is a space where people come together and realize we're not alone in this. And I think that is quite useful. And it's a shame that, the COP is not delivering as it should be. But maybe then it's our time to rise up, to take the lead and pressure world leaders to commit to their pledges. Après le sommet des chefs d'État et les premières annonces d'alliances pour stopper la déforestation et réduire les émissions de méthane de 30% d'ici à 2030, la COP a entamé son programme thématique décidé par la présidence britannique. Les 3e et 4e jours étaient consacrés à la finance climat et aux énergies. 2 questions intimement liées et explosives. Ce 3 novembre, alors que Mark Carney annonçait une alliance financière inédite pour la neutralité carbone, les militants d'Extinction Rebellion organisaient une marche pour dénoncer le greenwashing de la COP. They will sell us solutions in COP separated from these histories, technologies that don't exist, greenwash, accounting that let us keep calm and carry on without compassion. Compassion, it means suffering without fairness. This does not get to the root. We have a word for this, lies. The COP process is sponsored by some of the worst polluters in the world. How can we take this process seriously when they're taking money from the very people that are driving us to destruction? We're here to call out their bullshit. Let's march! Je trouve que c'est normal d'être avec plein d'activistes du monde entier. Ici, c'est important parce qu'on est en urgence absolue. The point of this protest is to draw attention specifically to the sponsors of COP26. COP26 is sponsored by names such as Microsoft, Google, Unilever, Sainsbury's, multinational corporations. Their main interest is maximising profit for shareholders, not delivering climate justice for the global south. I'm Chloe and I'm from Bristol, and I'm here today as a greenwash buster. So greenwash is the practice of pretending to care about the planet while knowingly continuing to destroy it. And it's absolutely essential that the greenwash busters are here at this conference these 2 weeks, because greenwash is everywhere. Our governments, businesses, corporations, big companies are all full of bullshit. Ces gens-là n'ont pas envie de changer le système. La motivation du gouvernement, la motivation des grandes entreprises, c'est pas de changer le système, c'est pas d'arriver sur une trajectoire 1.5, c'est juste de endormir les gens pour continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire et de juste de faire le business as usual. Pendant ce temps-là, l'Alliance, composée de banques, assureurs et gestionnaires d'actifs dans 45 pays, déclarait vouloir mettre à disposition 133 000 milliards de dollars de capitaux pour transformer l'économie. Seul hic, pas une seule règle pour empêcher qu'une partie de cet argent soit investie dans l'expansion des énergies fossiles. Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves. À quelques kilomètres de là, la marche s'arrêtait pour une action justement devant JP Morgan. La célèbre banque est sponsor du Resilience Hub de la COP26, alors qu'elle est l'une des premières financeuses des énergies fossiles. Depuis l'accord de Paris, elle y a investi 317 milliards de dollars. What are we to do? A few hundred people surrounded by police, made to feel like criminals. And we're not. We're just angry and sad and pretty desperate. This is a scene of desperation of a few people with fucking banners surrounded
by muscular men with weapons and truncheons and uniforms and the authority to arrest us. It's outrageous. Le même jour, Greta Thunberg quittait en trombe une réunion sur le crédit carbone des entreprises, avec Shell, BP et de grandes banques, en présence de Mark Carney. La boucle est bouclée. La journée aura aussi été marquée par la venue de milliardaires, et notamment de Jeff Bezos, transformé par son voyage dans l'espace. I was told that seeing the Earth from space changes the lens through which you view the world. But I was not prepared for just how much that would be true. Un voyage au cours duquel il a émis à lui seul, et en 10 minutes, au minimum 75 tonnes de CO2, soit l'équivalent de ce qu'émet 1 milliard de personnes en une vie entière. Aujourd'hui, je suis heureux de faire une promesse de don de 2 milliards de dollars alloués à la restauration de la nature et la transformation du système alimentaire. Cet argent est destiné à l'Afrique pour financer une muraille d'arbres de 8000 km du Sénégal à Djibouti. Ce dont on a besoin ici à cette COP26, ce sont des décisions politiques qui engagent les États. Ce n'est pas la charité climatique de quelques grandes fortunes qui viennent se racheter une virginité pendant que leurs entreprises détruisent la planète par ailleurs. Aujourd'hui, l'argent des grandes fortunes consacré au climat ne pèse pas si lourd que ça. Seulement 2% des dons privés. In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. Si une image devait rester du 4e jour de la COP, ce serait celle-ci. La diffusion d'une vidéo de Simon Kof, le ministre des Affaires étrangères de Tuvalu, s'exprimant pour la COP, les pieds dans l'eau, pour souligner l'impact du changement climatique sur ce petit archipel menacé par la montée des eaux. Pour rappel, 1/3 des îles du Pacifique n'ont pas pu se rendre à la COP, alors que leur survie dépend de ce qui en sortira et du respect des engagements. Et c'est dans cet esprit de solidarité que des jeunes activistes menaient l'après-midi une action dans les couloirs de la zone bleue, et sous le regard étonné des négociateurs qui passaient. We are unstoppable. Another world is possible. We are unstoppable. Another world is possible. C'est important que la voix de la jeunesse soit entendue. On n'a pas accès aux négociations et si on y a accès, on ne peut évidemment pas partager notre point de vue. Donc ici, on crie le plus fort possible le message qu'on crie aussi dans les rues. Et surtout, le plus important, on met en avant les personnes déjà touchées par les conséquences climatiques. C'est pour ça que vous voyez sur le premier, en avant, vous avez les personnes déjà touchées par les conséquences climatiques et derrière, en soutien, les personnes du monde plus occidental qui a encore la chance de ne pas faire face à ces conséquences. We are striking because we're not being here at COP26. We don't have a voice, we don't have representation enough. So we have to make us noise somehow, and sadly this is the only way. So we want the Mapan voices, we want the youth voices, the Latino, the South African, the South American and the Asian voices to be part of the discussions, and sadly that's not what's happening, so we have to make it the other way. So someday we can sit at the same table and be at the same level of conversation, and our solutions, our ideas be really heard and be really included in the negotiations. Les jeunes, ainsi que de nombreuses ONG de ces pays du Sud, n'ont pas accès aux négociations. 4. C'est le nombre de badges que doivent se partager des centaines, voire des milliers de représentants officiels et observateurs. Jeunes, associations, entreprises, syndicats et peuples indigènes. Le 5e jour de la COP était consacré à la jeunesse, et c'est ce jour-là qu'elle a décidé de se faire entendre dans les rues de Glasgow, à l'appel de Fridays for Future, Greta Thunberg et Vanessa Nakate. Une marche qui a réuni des milliers de personnes pour dénoncer le blablabla des dirigeants et faire passer un message de solidarité. I believe COP26 is basically a show, especially for the leaders of the global north. I believe they're not really serious about tackling the climate crisis. They're not giving out tangible policies. They're not giving enough funding to the countries in the global south. En 2009, à la COP15 de Copenhague, les pays les plus riches avaient promis 100 milliards d'euros d'aide par an d'ici 2020 aux pays du Sud, les plus impactés par le changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes encore loin du compte. En 2019, seulement 80 milliards de dollars auraient été versés selon l'OCDE. Pire, d'après Oxfam, les vrais montants alloués au climat pour ces pays en développement seraient de l'ordre de 20 milliards par an. Un sujet au cœur des tensions de la COP26. Cette question de justice climatique était au centre des prises de parole de dizaines de jeunes activistes venus des 4 coins du monde. Every year can see more oil platforms being built in the Amazon.
It is only possible because there are people financing that. And the same people that are perpetuating this violence on our lands are the same ones having the negotiations over there in that building at COP. We need to start talking about this. Behind every murder that happens in the Amazon, or every killing that happens to a land defender, there is a company behind that, there is a government behind that, there is a name behind that. 80% de la biodiversité mondiale est sous la responsabilité directe des populations autochtones. Et pourtant, ils ne possèdent que la moitié des terres sur lesquelles ils vivent, et celles-ci sont sans cesse exploitées. 182 indigènes ont été assassinés en 2020. C'est plus du double que pour l'année 2019. À la COP26, un fonds de 1,7 milliard de dollars a été annoncé pour les aider. Historically, Africa is responsible for only 3% of global emissions. And yet Africans are suffering some of the most brutal impacts fueled by the climate crisis. How will we have climate justice if people from the most affected areas are not being listened to? We cannot give up now. We need to continue holding leaders accountable for their actions. Your actions matter. Greta Thunberg, qui tenait à donner une tribune encore trop rare aux premiers impactés par le changement climatique, s'est exprimée à la toute fin. It is not a secret that COP26 is a failure. It should be obvious that we cannot solve a crisis with the same methods that got us into it in the first place. And more people are starting to realize this. Many are starting to ask themselves, what will it take for the people in power to wake up? But let's be clear, they are already awake. They know exactly what they are doing. They know exactly what priceless values they are sacrificing to maintain business as usual. The COP has turned into a PR event where leaders are giving beautiful speeches and announcing fancy commitments and targets. This is no longer a climate conference. This is now a Global North Greenwash Festival. I don't know what the next few years will hold. I don't know what things will look like when I'm maybe 50 or something. But I have to live in the moment and do what I can now, regardless of what the outcome of COP is. I don't have hopes. I choose not to think about it because even the fact that there have been 26 COPs kind of shows where we are with how successful they are, and especially this one has shut civil society out. So my hope lies with the people. It lies with the people who came today. À la fin de cette première semaine, plus de 200 marches étaient organisées partout dans le monde, avec l'espoir que cette pression populaire pousse les gouvernements à l'action lors de la dernière semaine de négociations. À Glasgow, la marche a démarré sous la pluie. Et c'est en y allant que j'ai croisé un groupe de grands-parents engagés pour le climat avec Extinction Rebellion. Ils étaient venus du sud-est de l'Angleterre pour cette manifestation. At the personal level, I'm here because of being a grandfather. And I've got 3 grandchildren, and this is their future, you know, and oh God, it moved me so much yesterday when a 10-year-old went past me on the Fridays for Future march saying, you're going to die of old age, I'm going to die of climate chaos, and that just said it for me. Take your oil and go to hell! Take your oil and go to hell! L'imposante marche a évolué entre soleil et pluie, si bien qu'elle a fini par être accompagnée par un arc-en-ciel, à l'image des dizaines de cortèges, symbole de la diversité des combats que recouvre la lutte contre le changement climatique. Des groupes de populations indigènes, de jeunes, de personnel de santé, ou encore en solidarité avec les migrants, avec ici Majestic Marvina, une des figures du mouvement Black Lives Matter au Royaume-Uni. Indigenous lives matter! Indigenous lives matter! Refugees matter! Refugees matter! Migrants matter! Migrants matter! Decolonize! Des personnes venues de partout dans le monde pour s'unir autour d'une même revendication pourtant simple, une planète vivable et des conditions de vie dignes pour tous. Leur objectif, montrer que tout est lié et que c'est notre système qu'il faut changer et non le climat. Indigenous people defending our lands are getting murdered. We're losing our territory, and we need to take every opportunity to expose our settler governments, these colonial states that occupy our territory, for exactly what they're doing, which is genocide, and genocide that furthers resource extraction, which furthers climate change. Une manifestation aux antipodes des costards de la zone bleue, où toutes ces personnes, écœurées par l'inaction climatique,
ont retrouvé de l'énergie pour continuer à se battre et s'unir pour affronter les changements à venir. We are moving into a new epoch of life history, and it's going to be destructive as fuck, and we have to be united in order to survive. Yeah, I think for me it was really empowering, and I think their kind of like energy rubbed off on me, so then I got really like hyped up, and I just think it was a really positive environment. I'm from Japan, and I'm a member of Fridays for Future Japan. Japanese measures against climate change is quite late, so I have to come here and raise voices against the Japanese coal-fired plant. Déjà, une marche comme ça sert à montrer déjà aux gens de Glasgow qu'il y a des gens du monde entier qui ont plein de problèmes à cause du dérèglement climatique. Aussi montrer, faire passer le message dans les médias, parce qu'il y a pas mal de médias là qui sont autour. Et puis, dans un dernier espoir, faire pression sur ceux qui sont chargés de négocier à la COP26. Ça, c'est moins sûr. COP26 Coalition a revendiqué 100 000 manifestants. Après la marche, je suis retournée une dernière fois en zone bleue pour interviewer Valérie Masson-Delmotte, co-autrice du 6e rapport du GIEC et climatologue. Elle est venue à la COP26 pour présenter les grandes conclusions du rapport. Le message peut-être le plus important qu'on donne, c'est que les émissions, le climat, l'évolution du réchauffement à venir, ça dépend pas de ce qu'on a mis dans l'atmosphère jusqu'à présent. Ça, c'est déjà irréversible, hein, le réchauffement jusqu'à présent, mais le réchauffement supplémentaire à venir, il est vraiment entre nos mains. Il dépend des émissions de gaz à effet de serre qui vont être mises dans l'atmosphère chaque année, année après année, dans les années qui viennent. C'est pas mon métier de juger les engagements qui sont pris, la manière dont ça va se traduire. Ce que je peux juste mentionner, finalement, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. C'est le fait que si on veut réussir à limiter le réchauffement climatique à un niveau très bas, les trajectoires qui permettent de le faire, elles impliquent une baisse rapide des émissions de gaz à effet de serre dans les années à venir. Et ça, c'est une des conditions clés pour la crédibilité des engagements à atteindre net zéro dans la deuxième moitié de ce siècle. Et les promesses qui ont été faites, si on les agrège, sans préjuger du fait qu'elles soient tenues, elles impliquent en fait que les émissions mondiales de gaz à effet de serre, elles continueront à augmenter jusqu'en 2030. Donc on est toujours devant ce décalage, avec des engagements qui sont croissants, qui permettent d'éviter peut-être les scénarios de fortes émissions de gaz à effet de serre. Mais même si les émissions de gaz à effet de serre ne font que stagner pendant quelques décennies, le niveau de réchauffement dépasserait 2 degrés autour de 2050. Donc on voit là en fait de plus en plus qu'on touche à des questions d'implémentation, de mise en œuvre rapide, pour arriver à obtenir vraiment une baisse des émissions de gaz à effet de serre année après année. On n'y est pas en fait, on n'y est pas du tout là. On n'y est pas du tout. Et malheureusement, c'est une affirmation qui va se confirmer durant la 2e semaine de négociations. Après avoir suivi de Paris, cette fois, les évolutions de la COP26, j'ai attendu ce week-end l'accord final comme on attend un accouchement. Et celui-ci a été long et éprouvant. Tout ça pour ça. Après les belles annonces de la première semaine, la COP26 se termine sur un accord mou, décevant et tant de questions non réglées. Ce qui restera dans les mémoires, comme le marteau vert de Laurent Fabius à la COP21, ce sont les larmes d'Alok Sharma, le président de la COP26, à la tribune. I apologize for the way this process has unfolded, and I'm deeply sorry. I also understand the deep disappointment. But I think, as you have noted, it's also vital that we protect this package. Des larmes comme un aveu d'échec, de la déconnexion totale entre les mesures radicales et vitales qui auraient dû être prises et le pacte de Glasgow. Adopté le 13 novembre, il n'assure pas de contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré, ni de répondre aux demandes d'aide des pays pauvres. Voilà ce qu'il faut en retenir dans les grandes lignes. Tout d'abord, une avancée timide sur les énergies fossiles. La présidence britannique voulait afficher pour la première fois dans un texte de l'ONU la nécessité de sortir du charbon et d'arrêter les subventions aux énergies fossiles. Mais à la COP, un seul pays peut bloquer tous les autres. Et c'est l'Inde et la Chine qui ont fait pression pour édulcorer le texte à la dernière minute. Dans sa déclaration finale, la COP26 invite donc seulement les pays à intensifier les efforts vers la réduction, et non la suppression, du charbon sans système de capture de CO2. Elle encourage aussi à la sortie des subventions inefficaces aux énergies fossiles. Une formulation floue qui laisse beaucoup trop de place à l'interprétation. Il y a malgré tout quelques mieux, comme cette alliance inédite d'une trentaine de pays et plusieurs banques privées qui ont annoncé mettre un terme, à partir de fin 2022, à leurs investissements publics dans le pétrole, le gaz
et le charbon à l'international. La France la rejoint très tardivement, à quelques heures seulement de la clôture officielle de la COP26. Sur le terrain de la justice climatique, la claque est immense pour les pays en première ligne. Jusqu'au bout, les pays les plus riches ont résisté pour donner une visibilité sur les 100 milliards de dollars annuels promis aux pays du Sud depuis 12 ans pour les aider à réduire leurs émissions et s'adapter au changement climatique. Les pays du Sud devront attendre 2023 au plus tôt pour voir cette promesse tenue. Les pays en développement avaient aussi mis sur la table la création d'un mécanisme spécifique de prise en compte des pertes et préjudices, c'est-à-dire les dommages irréparables déjà causés par les impacts des tempêtes, sécheresses et canicules qui se multiplient et dont les pays du Nord portent la responsabilité historique. Là-dessus, l'issue est dérisoire. La proposition de créer un nouveau système opérationnel de financement a été bloquée, notamment par les États-Unis qui ont pris peur sur les implications juridiques d'un tel engagement. Le pacte ne mentionne plus qu'un dialogue annuel jusqu'à 2024 pour discuter des modalités sans aucun engagement concret. Sur la question des émissions, plus de 159 pays sur 196 ont soumis de nouveaux engagements pour 2030. Et près de 80 États, représentant 3/4 des émissions mondiales, ont promis la neutralité carbone pour le milieu du siècle. Pourtant, le Climate Action Tracker montre que la trajectoire de ces nouvelles contributions nationales emmène toujours le monde vers un réchauffement apocalyptique de plus 2,4 degrés d'ici 2100. Et encore, tout ceci part du principe que ces promesses seront respectées. Et là-dessus, il y a de quoi être sceptique. Le pacte de Glasgow n'est pas contraignant, mais demande aux États de revoir dès 2022 leur plan climat pour s'aligner avec l'accord de Paris. Mais en prenant en compte les circonstances nationales. Là encore, tout est dans la formulation. C'est d'ailleurs la limite d'un processus comme la COP, qui implique de se mettre d'accord à 196 pays. Finalement, c'est au niveau national que vont se jouer les mises en œuvre des politiques climatiques. Pour conclure, ce qui va donc compter désormais, c'est le rôle que vont jouer ceux qui surveilleront la transformation des promesses en actes. Jeunes, scientifiques, organismes et associations. Là-dessus, Antonio Guterres a annoncé vouloir créer un groupe d'experts à l'ONU pour évaluer le sérieux des trajectoires de neutralité carbone. Aussi, lors de la COP26, un réseau international de 21 conseils indépendants sur le climat a été lancé pour augmenter leur efficacité à évaluer les engagements des gouvernements sur l'action climatique. C'est donc, encore une fois, une longue bataille qui se prépare pour l'avenir de l'humanité. Et la société civile y jouera un rôle clé. And when we talk about this climate apocalypse, we're going to survive it too, but it's going to come from the people. S'il y a une bonne nouvelle que l'on peut retenir de Glasgow, c'est qu'elle est plus que jamais alignée dans ses revendications. Ces 2 semaines lui auront au moins permis de se structurer encore davantage. Je n'ai plus vraiment de mots. Alors je vous laisse avec ceux de l'activiste ougandaise Vanessa Nakate, nouveau visage de la justice climatique, qui s'exprimait 2 jours avant la fin des négociations. We are drowning in promises. Commitments will not reduce CO2. Promises will not stop the suffering of the people. Pledges will not stop the planet from warming. Only immediate and drastic action will pull us back from the abyss. Humanity will not be saved by promises. I'm actually here to beg you to prove us wrong. We desperately need you to prove us wrong. Please, prove us wrong. God help us all if you fail to prove us wrong. God help us. Thank you. Voilà, j'espère que ce format vous a été utile. Je n'ai pas pu tout vous dire, mais je vous ai mis comme d'habitude les liens pour aller plus loin juste en dessous. Pour que cette vidéo ait le plus d'écho possible, n'oubliez pas de la liker, de la partager sur vos réseaux sociaux et autour de vous, et de vous abonner à la chaîne de Blast. Être sur le terrain, réaliser des reportages pour vous montrer l'envers du décor coûte cher. Alors, si vous voulez voir plus de reportages écologie sur Blast, abonnez-vous ou faites un don, même symbolique, sur blast-info/soutenir. Et c'est bientôt la fin de l'année. Alors pour ceux qui paient des impôts, vous pouvez nous faire un don défiscalisé. À très vite sur Blast.